De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous allons parler d'un vieux débat qui a déjà été abordé. C'est le même vieux débat, mais avec des nouveaux noms, des nouveaux visages. Êtes-vous tanné de m'entendre parler de Tanner Murtaugh, de Dan Buglio? Un peu, oui, on est tanné un peu. C'est une expression québécoise, tanné. Êtes-vous fatigué? On va parler du même vieux débat, mais avec des nouveaux noms, des nouveaux visages. Carden Rabin et Maggie Sterling. Même vieux débat, nouveau nom, nouveau visage. Donc, ça devrait être intéressant. Il y a des petits bruits de construction. C'était le moment idéal pour moi de faire une vidéo. Et là, ils ont commencé à faire de la construction. Je suis là, non, je ne pourrais pas faire la vidéo. Et ça, j'espère que vous connaissez ma métaphore maintenant. On ne s'empêche pas de faire les choses parce qu'il y a des symptômes. On ne s'empêche pas de faire une vidéo parce qu'il y a des petits bruits de construction. Je fais un test audio. C'est vraiment pas si pire. Mais même si ce l'était, j'ai déjà fait des vidéos avec des hauts bruits de construction. Hein? C'est faisable. C'est faisable. J'ai une nouvelle tasse. Je vais vous la montrer. Que j'ai peinturée moi-même. Je me suis joint à un groupe de gens en douleur chronique et nous sommes allés dans un café céramique. Et ça m'a pris des heures et des heures faire cette tasse. Des heures? Ça t'a pris des heures faire cette tasse-là? Oui. Il y a plusieurs couches de peinture sur cette tasse. Ça m'a pris des heures à faire. Est-ce que ça a valu la peine? À vous de décider. Moi, je trouve que oui. Elle est belle. J'aime ma tasse. J'ai pris mon temps pour la faire. Il y a même une craque ici. Est-ce un problème? Pas vraiment. Comme nous dit un grand poète canadien, et ça on va en profiter, il n'y a pas beaucoup de grands poètes canadiens, à mon avis. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Même que c'est un poète québécois, même que c'est un poète montréalais. Si vous venez à Montréal, ici, sur le Mont-Royal, c'est ça à Montréal, c'est Mont-Royal. Mount Royal, Montreal. Vous allez sur le Belvédère, vous regardez la ville, il y a un building, il y a un immeuble avec une peinture de lui. Leonard Cohen. Que nous dit Leonard Cohen? Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. On va traduire. Hein? Oubliez votre offrande parfaite. Il y a une craque dans tout. C'est comme ça que la lumière entre en nous. On va revenir là-dessus à la fin de la vidéo. Donc, la craque n'est pas un problème. Pas besoin de la masquer, de la réparer. Hein? Non seulement la craque n'est pas un problème, c'est par là que la lumière rentre. Ça prend la craque. La personne qui m'a invité à me joindre à ce groupe de gens en douleur chronique, c'est quelqu'un qui écoutait ma chaîne à l'époque. À l'époque où mes vidéos ne duraient que 5, 10, 15, 20 minutes maximum. C'était une longue, ça. Celle-ci, je crois, va être longue. Le temps va être un des thèmes. Qu'est-ce que la longueur? Qu'est-ce que le temps? Là, elle me dit, mais là, je les écoute plus, ils sont vraiment longues, tes vidéos. 1 heure? Et là, moi, j'écoute mon élan vital. J'ai le goût de faire des longues vidéos en ce moment, donc c'est ça que je fais. Je sens ça en moi, le besoin de faire des longues vidéos. On écoute des films de 2 heures. Des fois, on s'assoit pour écouter une série télévisée. On écoute plus d'un épisode. N'avons-nous pas le temps d'écouter une vidéo de reconditionnement de la douleur d'1 heure, de plus d'1 heure? J'espère que oui. On va prendre le temps ici de prendre une gorgée. Dans ma belle tasse, qui m'a pris des heures et des heures à peinturer. C'est complètement inutile. On a plein de tasses faites par des machines parfaites.
sans craque. Il y a une craque. Et là, il me disait que même à l'époque où elle écoutait mes vidéos de 5, 10, 15, 20 minutes, elle les écoutait en accéléré, à 1.5. Donc, je voulais parler de ça. Je ne vais pas vous donner de conseils, mais c'est une invitation à ne pas faire ça. C'est mieux d'écouter une seule vidéo en temps normal que d'écouter 2 vidéos à 1.5. Dans le reconditionnement de la douleur, il n'y a pas de message à passer. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, Marshall McLuhan. The medium is the message. Le médium est le message. Le médium, c'est le message. En littérature, il dirait le fond, c'est la forme. La forme, c'est le fond. Ce qu'il faut communiquer dans le reconditionnement de la douleur, ce n'est pas une technique, des outils. C'est un état d'esprit. Il faut apprendre à ralentir. Ralentir. Moi, j'ai écouté toutes les vidéos en ordre chronologique, sans en sauter aucune. Qu'est-ce que ça faisait, ça? Ça contrait le biais. On va prendre un exemple très simple. Quelqu'un pourrait dire « Ah, moi, je ne regarde pas les vidéos qui disent qu'est-ce qu'on fait quand les symptômes reviennent? Mes symptômes ne sont jamais partis. » Regardez toutes les vidéos. Moi, je me suis dit, mon biais qui me fait sauter cette vidéo-là, c'est peut-être ça qui m'a entraîné dans la spirale, dans le trou noir où je me suis retrouvé. Il faut que je corrige mes biais. Je vais écouter la vidéo qui dit « Qu'est-ce qu'on fait quand les symptômes reviennent? » Même si mes symptômes ne sont jamais partis. Et là, peut-être que vous allez avoir votre plus grande réalisation dans cette vidéo. Donc, changez votre façon de penser. Moi, j'ai commencé avec Tanner Merton, on va parler de lui. Et lui, des fois, il ralentissait son débit. On va parler du débat entre Tanner Merton et Dan Buglio. Tanner Merton ralentissait son débit. Dan Buglio prend une longue respiration au début de la vidéo. Là, il invite les gens qui sautent la respiration à ne pas la sauter. Il dit, si vous êtes le genre de personne qui saute la respiration, vous êtes probablement le genre de personne qui en a le plus besoin. Donc, je voulais parler de ça. C'est une invitation à ne pas écouter les vidéos en accéléré. Écoutez-en une au lieu de 2 en temps normal. Je vais vous poser cette question. Quel message s'envoie à votre cerveau? Écoutez la vidéo en accéléré. Et là, mon imprimante fait des siennes parce que j'ai imprimé un petit papier qu'on va lire bientôt. Quel message ça envoie à votre cerveau? Écoutez la vidéo en accéléré. Demanda-t-il, en prenant une longue pause complètement inutile. On va une gorgée. On prend le temps. Ça prendra le temps que ça prend. Hein? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Il y a eu des bonnes nouvelles. Il y a des mauvaises nouvelles. Qu'est-ce qu'une mauvaise nouvelle? Hein? Des hauts symptômes, c'est pas une mauvaise nouvelle. On va lire des bonnes nouvelles pour commencer. Quelqu'un qui m'a écrit ce matin. Et donc, j'ai lu ce message à 4h50 AM, je crois. Réveillé tôt, je suis allé me recoucher. Je vous lis. Je crois que je commence à aller vraiment mieux. J'ai de plus en plus de moments sans aucune douleur. Et il y a quelques jours, c'est comme si j'étais ému de ça. J'ai vraiment eu des larmes aux yeux. Et moi aussi, je peux vous dire, j'ai eu des larmes aux yeux en lisant ça ce matin dans ma cuisine à 4h50 AM. J'ai eu des larmes aux yeux. C'est très beau. Très beau. On va parler un peu de l'envers de la médaille de ça aussi. On va lire un autre message que j'ai beaucoup aimé. J'ai eu plusieurs moments de grande joie la semaine dernière. Une fois en étant sur mon scooter de nuit, ça c'était une de ses peurs qu'elle a défiée, qu'elle a affrontée. Et puis hier, à mon deuxième cours de reprise de pole dancing.
Elle voulait faire du pole dancing, elle avait peur, et là, elle a affronté sa peur. Elle est allée faire le pole dancing. C'était génial, je retrouve vite mes repères. Mon corps se souvient. Moi, je me souviens exactement de ça, de ce sentiment. Au début, quand j'ai retourné faire de l'exercice, du jogging par exemple, je focusais sur les symptômes, et là, de plus en plus, mon corps se souvenait. J'avais des flashbacks, plein de moments dans ma vie où faire du sport m'avait fait un bien énorme. Je me revoyais, oh oui, c'est ça, je revis, je retrouve mes repères. C'est exactement ce dont elle parle. Mais j'ai eu aussi quelques moments de découragement, tout à fait normal. J'ai jamais entendu une histoire, un processus où il n'y a pas eu de découragement. Punaise! L'autre personne a dit ça aussi, on en parlait. Ah, punaise, hein? On ne dit pas ça au Québec. Et oui, je le dis moi aussi. Avec tout ce que je mets en place et malgré tous ces challenges que je surmonte, les perceptions visuelles restent inchangées. Je sais bien qu'on n'évalue pas sa progression à l'intensité des symptômes, mais je ne peux pas m'empêcher de me le dire parfois. Normal. Normal. J'imagine que toi aussi tu as connu ça. Ah oui. Oh que oui. Ah punaise. Punaise, oui. Comme on dirait ici, en crise, en calice, en tabarnak. Calice que oui. Hein? Les expressions locales. C'est l'épice de la vie. Aussi, j'étais anxieuse la nuit avant le cours. Je repensais malgré moi aux migraines et aux sensations que ça me faisait ressentir. Je me suis envoyé des messages rassurants. Excellent. Et après le cours aussi, j'étais tellement heureuse que j'en venais à me dire « Oh là là, peut-être que trop de joie, trop d'excitation pourrait me déclencher une migraine. » On va parler de ça. Mais bon, je continue de me battre en ne m'empêchant plus rien. Malgré quelques moments d'anxiété, j'ai repris les deux choses qui me faisaient le plus peur, conduire la nuit avec mon scooter et reprendre la pole dancing. Excellent. Et moi, ce que je veux vous dire ici, c'est que j'ai encore ça. Oh là là, oh, peut-être que ça va déclencher une migraine. Hein? Moi, je peux vous dire, après tout ce temps-là, j'ai encore ces pensées-là. Des fois, j'ai une pensée quand « Et si la douleur revenait ?» avec un point d'exclamation. Des fois, je l'engage et je dis, j'argumente avec elle rationnellement. Parce que moi, j'en suis là où je peux lui dire, mais elle est déjà partie. Et même quand elle est revenue, elle est repartie. C'est pas un problème. Mais souvent, je ne m'ostine pas avec ces pensées-là. Je les laisse passer. J'appelle ça, moi, personnellement, trouver votre expression, des sécrétions cérébrales. C'est « Ah! Et si la douleur revenait? » J'argumente même pas avec ça. Ça pop dans mon cerveau, comme ça. On a des dizaines de milliers de pensées par jour. La plupart vont être neutres ou négatives. C'est « Ah! C'est mon cerveau qui fait ce qu'il fait. » Des fois, je la remplace par une pensée positive sans écraser l'autre. L'autre, je la laisse passer et là, je me dis « Je suis correct. » Je me rassure. Ou des fois, quand je suis stressé, mes trapèzes deviennent tendus. Ça m'arrive encore. Sur l'échelle de la douleur, je n'oserais pas mettre un numéro. 0,5, 1, des fois un après-midi. Et là, il y a des pensées comme ça. « Oh, et si ça se répandait? Et si ça s'installait? » Ouf. Je les laisse passer. Sécrétion cérébrale. Moi, ça m'aide, ça. C'est une expression qui m'aide énormément. Sécrétion cérébrale. C'est tout. C'est mon cerveau. Pas besoin de prendre nos pensées au sérieux. C'est juste une pensée. C'est juste une pensée. Les symptômes sont juste des sensations. C'est tout. Maintenant, j'ai un message plus, j'ouvre les guillemets pour ceux qui ne font qu'écouter, négatif. Quelqu'un avec qui je travaille depuis peu, ça fait pas très longtemps qu'on travaille ensemble. Et là, elle était très excitée par le processus. Les symptômes baissaient un peu. Elle me disait, c'est fascinant, j'apprends sur le cerveau, la neuroplasticité, mes émotions. Mais là, ça faisait un petit bout que je n'entendais plus parler d'elle. Et ça, c'est toujours difficile pour moi encore, décider quand interpeller quelqu'un. Souvent, j'attends que les gens m'interpellent. Je ne sais pas à quel point il faut que j'interpelle. Et là, j'ai décidé de l'interpeller. Ça fait relativement longtemps qu'elle n'avait pas communiqué avec moi. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, je ne voulais pas t'interpeller. Je suis en haut symptômes. J'ai jamais eu aussi mal.
C'est horrible, ça ne fonctionne pas. J'espère que vous connaissez ces pensées. Les symptômes sont plus hauts que jamais, ça ne fonctionne pas. Donc, quand quelqu'un me dit, comme elle me dit au début, je vais bien parce que les symptômes sont bas, moi, je prends ça avec un grain de sel, 2 grains de sel, des fois même la salière au complet. C'est OK, c'est génial, oui. Les symptômes bas, c'est toujours plaisant. On ne va pas commencer à critiquer ça. Ah, vous ne pouvez pas être aussi extrême que moi et avoir hâte que les hauts symptômes viennent pour se pratiquer. Comme nous dit Alan Gordon, hein, il y a des gens qui atteignent ce niveau, je l'ai atteint. Mais moi, le vrai test, c'est pas dire je vais bien parce que les symptômes sont bas, c'est qu'allez-vous dire quand les symptômes vont être hauts. C'est ça le test. Et donc, je lui ai envoyé une vidéo de Maggie Sterling, l'histoire de succès avec Helmut de Mindful Gardener de Maggie Sterling. On va parler de cette vidéo à la fin de cette vidéo, ici. Et elle m'a dit « Ah, wow, merci. Ça m'a donné un bon coup de pied dans le derrière, c'est ce que j'avais besoin. » Donc, j'apprends à quel point interpeller les gens, intervenir. Souvent, j'attends. Et là, dimanche, j'ai eu une des rencontres les plus marquantes depuis que j'ai commencé à parler à des gens et peut-être même de ma vie. Si j'écris un livre, un jour, je crois que ça va être dans le livre, ça m'a marqué. Ça m'a marqué, c'est quelqu'un avec qui j'ai parlé pendant des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Là, ça faisait très longtemps qu'elle ne m'avait pas interpellé. Et là, elle a communiqué avec moi, elle a dit « Il faut que je te parle ». Et là, je me suis assis et elle m'a parlé pendant 2 heures, plus de 2 heures. Et je l'ai à peine interrompu. Des fois, je voulais clarifier. Elle m'a conté son histoire. Et j'ai pleuré à plusieurs reprises. J'étais extrêmement ému. Et elle n'est pas prête à partager son histoire. Elle ne voulait pas que j'en parle non plus avec des détails, mais qu'est-ce qu'on peut extrapoler de cette histoire sans dévoiler de détails? C'est quelqu'un qui évitait beaucoup. Et là, à travers les circonstances de la vie, elle a été forcée d'arrêter d'éviter, d'agir. Elle a dit, si on n'avait pas parlé pendant des heures, j'aurais vu ça comme un événement adverse, mais là, tout ce que tu m'as dit a cliqué. Je peux bouger, je peux faire les choses. Donc, c'est tout ce que je suis confortable en ce moment à partager de cette histoire, même si je ne peux pas en parler avec des détails. L'extrapolation ultime, l'essence de cette rencontre, c'est que la vie, les circonstances l'ont forcée à agir. Et ça a été bénéfique pour elle. C'est comme si elle s'est fait un peu kicker en dehors du nid, comme les oiseaux font. Donc, c'est tout ce que je suis prêt à dire de ça. C'est extrêmement touchant. Et là, les 2 dernières personnes dont je parle, elles, c'est des gens, c'est des anglophones, des gens qui parlent en anglais, n'écoutent pas mes vidéos. Dans cette vidéo, je vais parler de vidéos anglaises. Je vais traduire des vidéos. C'est sûr que vous n'êtes pas chanceux si vous ne parlez pas anglais. Hein, tout le matériel, la grande majorité du matériel est en anglais. Mais ce que ces 2 dames disent, c'est qu'elles aimeraient beaucoup parler français pour pouvoir écouter mes vidéos. Donc, dans un autre sens, vous êtes extrêmement chanceux de m'avoir. Ça, c'est selon elle. Hein? C'est elle qui dit ça. Ah, j'aimerais tellement ça écouter tes vidéos en français. Donc, vous êtes chanceux de m'avoir, selon elle. Bon, on commence la vidéo. Après 20 minutes, on commence la vidéo. On prend notre temps. Il n'y a pas de presse. Hein? Pour commencer cette vidéo, je vais traduire une interview entre Raylan Eagle et Carden Rabin. Je dirais que c'est une des conversations au sommet du domaine corps-esprit. C'est 2 personnes qui connaissent le plus le sujet, qui sont en conversation. Et si vous aimez lire les sous-titres, regardez les vidéos avec des sous-titres, cette vidéo est très drôle. Il rigole, il se mord tout au long de la vidéo. Ça, c'est important, la joie de vivre. C'est là qu'on voit que ce n'est pas le message qui est important autant que le médium. Le fond, c'est la forme. Hein. Il rit tout le long. Joie de vivre.
Ça ne se communique pas avec des points, des bullet points, des points balles de fusil, avec des techniques, des outils. C'est un état d'esprit qu'ils ont réussi à atteindre. Même si elle était en fatigue chronique, et lui avait extrêmement mal au dos. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Carden Rabin? Carden Rabin est très similaire à Tanner Murtaugh. Donc, on va explorer le vieux débat Tanner Murtaugh Dan Buglio à travers Carden Rabin et Maggie Sterling. Lui, c'était quelqu'un qui était dans le domaine du travail corporel. Il voulait aider les gens à sortir de la douleur, mais il a lui-même développé de la douleur au dos. Il avait extrêmement mal au dos. Il montrait aux gens, supposément, comment sortir de la douleur. Il était lui-même en douleur. Douleur qui augmentait de plus en plus. Là, un jour, il est tombé sur le livre de Sarno, Healing Back Pain. Il nous dit que c'est très drôle. Il l'a pris parce qu'il était dans la bibliothèque de son ami et il voulait lire quelque chose pendant qu'il était aux toilettes. Il ne voulait pas lire la bouteille de Lysol. Il dit, je vais m'amener du matériel à lire. Et là, il a trouvé la pochette complètement ridicule. Il dit, qu'est-ce que ce livre peut m'apprendre? Et il a été choqué en le lisant. Il était tout à fait d'accord. Il dit, ce que je fais depuis des années, c'est comme mettre des sangsues. C'est comme faire des segments aux gens comme les docteurs faisaient au Moyen Âge. Il a été convaincu par l'argument de Sarno. Ce n'est pas structurel. C'est émotionnel. Et lui, il a eu un de ces fameux, excusez l'expression anglaise, book cure. Book cure, où pendant quelques semaines, il s'est senti mieux instantanément. Et ça, il explore ça, comment c'est la cognition. Hein? Il a rassuré son cerveau. Là, pendant quelques semaines, il n'y a plus de symptômes. Mais là, je ne sais pas si vous me voyez venir, les symptômes sont revenus. Et là, lui, il ne connaissait que Sarno. Sarno lui disait qu'il y avait des émotions cachées sous la douleur. Et donc, le soir, il se couchait sur sa table de massage. Et il s'est dit, Sarno m'a dit qu'il y a des émotions sous la douleur. Je vais aller les ressentir. Et là, il se couchait et il nous donne l'image d'un puits profond, un puits extrêmement profond. Il disait, il faut que j'aille au fond du puits chercher l'émotion, les émotions derrière, sous la douleur. Je veux sentir. Je préfère ressentir l'agonie de ces émotions que mon cerveau juge trop dangereuse que l'agonie de mon mal de dos. Et là, il a commencé à avoir de la rage qui a remonté. C'est un enfant qui a été extrêmement seul, de la tristesse. Des vagues de tristesse l'ont envahi. Il a commencé à sentir ces émotions-là. Lui, il nous dit que c'était quelqu'un qui était dans sa tête. Lorsqu'il est tombé en amour avec sa femme, il savait qu'il était en amour avec sa femme, presque cognitivement. Beaucoup de gens qui approchent cette technique nous disent « Je peux parler de mes émotions, mais c'est comme si je ne les ressentais pas. » Et là, il disait « Ma femme, je voyais qu'elle m'aimait dans son corps. Et moi, c'est comme si je ressentais à peine cet amour. Je savais que je l'aimais, mais je ne le sentais pas. Je ne sentais presque pas de rage. » Et là, il nous parle des goûts sur la langue. Hein? On a des goûts de base sur la langue, 4 ou 5, dépendamment. Définition. Et là, il disait, il y a des émotions de base dans la vie et certaines émotions de base, je ne les ressentais pas. Et ça, c'est toujours louche. Quand vous ne ressentez pas la colère ou la rage, par exemple. Et là, il nous donne un excellent exemple. Il nous donne l'exemple de son chat, de son jeune enfant qui joue avec le chat ou le brusque. Son jeune enfant qui joue très brusquement avec le chat. Qu'est-ce que le chat fait lorsque l'enfant joue trop brusquement avec lui? Est-ce qu'il refoule sa colère? Non. Le chat ne refoule pas sa colère. Hein? Quelqu'un brise sa limite, franchit sa limite, viole sa limite. On utilise un mot fort ici. Qu'est-ce que fait le chat, surtout s'il est griffé? Hein? Si vous écoutez ici, je fais un geste. Hein? Le chat ne refoule pas sa colère. C'est quoi la colère? Quelqu'un franchit votre limite. Le chat n'aime pas ça. Le chat n'est pas comme les humains, il va faire « Ah, c'est correct, je vais apprendre à vivre avec. » Non, il sort ses griffes,
Et là, Raylan dit, et j'imagine que ton enfant non plus ne refoule pas beaucoup d'émotions. Tiens, en effet, oui. Mon enfant ne refoule pas beaucoup d'émotions. Les enfants refoulent pas ou peu, moins. Mais avec notre éducation, les adultes nous disent, on n'aime pas ça quand tu es en colère. Tu n'es pas un bon petit garçon, tu n'es pas une bonne petite fille. On apprend à refouler. Donc lui, il a eu un travail émotionnel. Il a fallu qu'il ressente certaines choses. C'était pas assez juste l'aspect cognitif. Réaliser, mon dos n'est pas brisé. Et là, lui, ce qu'il nous dit, c'est que pour certaines personnes, il faut aller encore plus profond et même adresser les traumatismes, le trauma. C'est ce que Tanner Murtaugh nous dit. Et donc, lui, il est beaucoup dans la théorie polyvagale, dans le somatic experiencing de Peter Levine. Donc là, on est dans la branche Peter Levine, Bessel, van der Kolk. D'ailleurs, voici la pochette de son livre. J'ai lu son livre, The Secret Language of the Body. Je vais vous dire ce que j'en pense. Et c'est Bessel van der Kolk, justement, qui a écrit le message sur la couverture. Inspiring, refreshing and practical. A delightfully lucid guide to healing yourself. Donc ici, on est vraiment dans la branche, là, Peter Levine, Bessel van der Kolk, popularisé surtout par Gabor Maté, qui est la personne la plus connue qui parle de cette branche du travail traumatique. J'ai lu son livre, qu'est-ce que j'en pense? Ça ressemble beaucoup à Tanner Murtaugh. Est-ce que je vous recommande ce livre? Un livre de plus, une technique de plus. Si vous sentez que ce n'est pas assez pour vous le travail cognitif pour se rassurer, peut-être qu'il faut faire un travail plus profond émotionnel et peut-être même traumatique. Carden Rabin est très bon pour expliquer qui a besoin de quoi. Pourquoi le travail cognitif ne marche pas pour certaines personnes. Et pourquoi certaines personnes, lui dit dans mon milieu, il y a plein de gens qui sont dans ce qu'il appelle trauma land. Trauma work, ils ne font que le travail traumatique, mais ils ne comprennent rien au reconditionnement, au travail cognitif. Et lui, il a l'approche complète. C'est vraiment quelqu'un, je suis 100% d'accord avec lui, il a l'approche la plus complète qu'on a en ce moment. C'est quelqu'un de fascinant. Mais moi, dans mon processus, il a fallu que je m'éloigne de ça. Même avant de rencontrer le reconditionnement de la douleur, c'est ça la branche que j'ai empruntée, moi. J'ai fait une technique où ils m'ont appris Peter Levine, j'ai fait plein de somatic experiencing, j'ai lu Bessel van der Kolk, j'ai fait plein de techniques, d'outils de thérapie dans son livre. Pourquoi? Comme des outils pour me réparer parce que je croyais que j'étais brisé. Brisé. On va explorer ça dans cette vidéo. Comment il faut utiliser les outils. Pas pour se réparer, parce qu'on est brisé, pour construire, pour du développement personnel. Donc lui, ce qu'il nous dit, est-ce que j'ai eu besoin d'adresser mon traumatisme? Il a eu besoin de faire un travail émotionnel plus profond que juste convaincre le cerveau. Il a dit, j'ai adressé mes traumatismes, mais pas pour les symptômes. Il n'a pas eu besoin d'aller aussi profond pour les symptômes, mais comme moi je vous le dis, il a adressé les traumatismes pour devenir un meilleur humain, pour être un meilleur mari, pour être un meilleur parent, pour être un meilleur leader, pour du développement personnel, pas pour se réparer. Et donc, lui, il nous donne l'image d'un menuisier. Le menuisier n'a pas une infinité d'outils. Hein? Il y a peut-être une scie, un marteau, un tournevis. Si on essaye de visser une vis avec un marteau, ça ne fonctionnera pas. Il faut utiliser les bons outils au bon moment. Hein? Le cognitif, l'émotionnel, le traumatique. Si on essaye de prendre un marteau pour une vis, ça ne fonctionnera pas. Si on essaie de prendre un tournevis pour cogner sur un clou, bonne chance. Je simplifie vraiment ce qu'il dit, mais c'est ça, selon moi, l'essence de son message. Donc, il y a vraiment, lui, le portrait complet, le coffre à outils complet. Scie, tournevis, marteau, on ne peut pas se servir d'une scie pour un clou. Il y a le cognitif, il y a l'émotionnel, il y a le traumatique. Si vous êtes traumatisé,
il y a des bonnes chances que le matériel scientifique ne rentre pas. Vous n'allez pas juste pouvoir vous dire « je suis en sécurité, je suis en sécurité, je suis en sécurité ». Parce que vos émotions et les traumatismes vont toujours, pour utiliser une expression anglaise, hijacker, vont prendre le contrôle, vont hijacker votre cerveau et vous n'allez pas pouvoir absorber le matériel. Et là, une fois que vous réglez ça, là, le matériel, la connaissance va pouvoir rentrer. Ah, je suis déjà correct. Je ne suis pas brisé. Une fois que vous êtes capable d'être avec la peur dans votre corps, dans votre système, sans devenir totalement dérégulé. Une fois que vous êtes capable de être avec la peur dans votre corps, dans votre système. Pourquoi, moi, le processus est allé si vite? C'est peut-être parce que j'ai fait autant de somatic experiencing avant. Et donc, c'est de la pratique, hein, le repérage somatique, comme nous disait Alan Gordon. Il faut se pratiquer. Et moi, j'étais un expert déjà, parce que j'ai commencé le processus, mais je croyais toujours que j'étais brisé. Il fallait que je me répare avec des outils. C'est ça qui me manquait. J'avais fait ce travail-là, moi. J'en ai fait du somatic experiencing. Donc, quand j'ai commencé à faire du repérage somatique, qui est légèrement différent, j'étais déjà un expert. Ça n'a pas été long pour la connaissance. À rentrer dans « Ah, je suis déjà correct. Déjà correct. Je ne suis pas brisé. » Wow. Génial. Et là, il nous dit, on va boucler la boucle avec Carden, que lorsqu'il a fait ce travail, il a été capable d'aimer sa femme dans son corps, sentir sa colère, sentir sa tristesse. Fantastique. Maintenant, avant de parler de Maggie Sterling, on va parler de Dan Buglio. J'ai écouté une vidéo de Dan Buglio récente. Je vais mettre le titre ici. Je vais mettre l'histoire de succès de l'interview de Carden Rabin dans les notes de description. Et je vais mettre 3 vidéos. Et je vais mettre cette vidéo de Dan Buglio qui apparaît à l'écran. On va en parler. Pour aller vers Maggie Sterling. Que nous dit Dan Buglio dans une vidéo récente? Il nous demande, doit-on faire un travail émotionnel profond pour éliminer les symptômes? Le message de Dan est simple. Dan est très intelligent. Ce n'est pas quelqu'un de simple d'esprit. Il est simple volontairement. Parce qu'il sait que beaucoup de gens se perdent dans le processus, complexifient le processus pour rien. Ce n'est pas tout le monde qui a besoin de faire un travail émotionnel profond, un travail avec les traumatismes. Carden Rabin et Ryan Eagle en parlaient. Une jeune fille qui a fait le Lightning Process. Hein, elle a eu un virus, elle a été en fatigue chronique pendant 2 ans. Elle a fait le Lightning Process. 2 semaines plus tard, elle allait mieux. Si je me souviens bien du laps de temps, c'est très bref. Et là, elle va bien encore des années plus tard à l'université. Elle n'a pas eu besoin de faire de journaling, d'adresser, d'aller sentir sa rage. Elle n'avait pas de traumatisme. Ça peut être simple. Donc, ce que Dan Buglio a réalisé, c'est que beaucoup de gens complexifient le processus. Rendent ça trop compliqué pour rien. Ils se perdent. Lui, son message est simple et je suis d'accord avec lui. Il dit que justement, il y a beaucoup de gens qui le rejoignent qui ont déjà fait tout ça. Ils ont fait du journaling. C'est des gens qui ont eu des traumatismes et ils ont été en psychothérapie pendant des années. Et il n'y a rien qui ne, j'ouvre les guillemets, fonctionne. Et là, lui, ce qu'il leur dit, c'est que c'est normal parce que vous servez des symptômes pour savoir si ça fonctionne. Dire, ah, il faut que j'aille sentir ma colère. Et là, vous sentez votre colère. Est-ce que ça a fonctionné? Vous allez voir, ah, il y a encore des symptômes. Ça n'a pas fonctionné. Je vais sentir ma tristesse. Est-ce que je sens ma tristesse? Je sens ma tristesse. Est-ce que ça a fonctionné? Il y a encore des symptômes. Ça n'a pas fonctionné. Ah, il faut que j'aille dans mes traumatismes. Je vais adresser mes traumatismes envers ma mère. Est-ce que ça a fonctionné? Il y a encore des symptômes. Et là, je vais aller travailler les traumatismes avec mon père. Est-ce qu'il y a encore des symptômes? Je pense que je n'ai pas besoin de continuer là, à l'infini. Il y a encore des symptômes. Vous allez vous servir des symptômes, savoir si ça a fonctionné, entre guillemets. Fonctionné. Est-ce que ça marche? Lui dit c'est l'erreur numéro 1. Et je suis d'accord. C'est pour ça que moi, j'ai séparé les 2 branches. On fait le reconditionnement de la douleur et on fait le travail émotionnel profond séparément. Pas pour éliminer les symptômes. Pour faire comme Carden Rabin, pour devenir un meilleur être humain, un meilleur citoyen, un meilleur parent, un meilleur leader dans la communauté. C'est du développement
personnel. On se sert des outils pas pour se réparer parce qu'on est brisé, on se sert des outils pour construire. Et pour construire, il nous dit, ça prend un plan. Il faut qu'on sache, est-ce que je construis une maison? Est-ce que je construis un garage? Qu'est-ce que je construis? On va avoir une vision. On se sert des outils pour construire. Donc, Dan Buglio, dans cette vidéo, il nous le dit, hein, si vous voulez faire le travail avec les traumatismes, je ne suis pas la personne pour vous. J'aime beaucoup Dan, il le dit ouvertement, c'est ça. Mais si vous êtes tanné de tout ça, là, vous avez besoin de simplifier le processus, venez vers ma technique. On ne se sert plus des symptômes pour savoir si ça marche, si ça fonctionne. On s'en fout des symptômes. C'est ça qui fait que vous restez bloqué, le fait que vous regardez toujours les symptômes pour savoir si ça fonctionne. C'est le fait d'arrêter de se servir des symptômes comme d'un thermomètre, comme d'un baromètre, pour savoir si ça fonctionne, qui va enlever le focus sur les symptômes, qui va vous permettre de quoi? De passer à autre chose. Donc, la personne qui m'a rejoint et qui m'a dit « Ah, ça ne fonctionne pas, ça n'a jamais été aussi pire », la vidéo que je lui ai envoyée, c'est d'histoire de succès, une interview entre Helmut, The Mindful Gardener, et Maggie Sterling. Et elle, c'est ça qu'elle nous dit, c'est que pendant des années, elle a fait tout ce dont Carden Rabin nous parle. Elle a fait de la psychothérapie, elle a fait des psychédéliques, elle a fait du EMDR, elle a tout essayé parce qu'elle se croyait brisée. C'était des outils pour se réparer parce qu'elle se croyait brisée. Et là, la douleur s'est répandue dans tout son corps. Elle, c'était l'anxiété. Et là, la douleur s'est répandue dans tout son corps. Et elle, ce qu'elle a appris à faire, c'est à être avec les symptômes. Donc, moi, je ne connaissais pas Helmut et Maggie au début de ma chaîne, mais depuis le début de ma chaîne, j'appelle ma technique, si vous avez écouté mes vidéos, sentir, pivoter. C'est vraiment simple. C'est ça, c'est sentir, pivoter. Si on ne fait que sentir, on ne corrige pas. Mais si on ne fait que pivoter, c'est vrai que c'est du déni et que ça peut être de la positivité toxique. Hein, comme si on dit, moi, remarquez, je n'ai jamais dit « je vais bien », je disais toujours « je vais de mieux en mieux ». Mon cerveau me fait croire ça. Je ne pense pas qu'il m'aurait cru si j'avais dit « je vais bien ». Ah, je vais pas bien, mais je vais de mieux en mieux, il pouvait accepter « oui, de mieux en mieux ». Même s'il y a des symptômes, des fois, même si ça monte, ça descend, je vais de mieux en mieux. Je suis déjà correct, ça je le comprenais déjà. Je ne suis pas brisé, je le comprenais de plus en plus. Donc, si on fait... Et donc, eux, ils ont des termes différents. Eux, ils appellent ça « allowing » et « elevate » ou « fake it till you make it ». Faire semblant jusqu'à ce que ça soit vrai. Et là, j'écoute ce qu'ils disent, et c'est exactement ce que j'ai fait. Sentir, pivoter. Allow, elevate. Je crois qu'il y a eu une sorte de brisure, peut-être, entre Helmut et une personne qui s'appelle Sam Miller, parce qu'elle est allowing, allowing, allowing. Allowing, allowing, allowing. C'est juste allowing. Peut-être que je comprends mal la situation, le débat qui s'est joué là, à ce niveau-là, mais moi, ce que je vous dis, c'est qu'on ne peut pas faire juste allowing. Il faut pivoter, il faut élever, mais on ne peut pas juste pivoter, juste faire de la PNL, du cognitivo-comportemental. Il faut sentir les choses. Et comme nous dit Dan Buglio et Maggie, pas besoin d'aller à la pêche, comme Carden Rabin a fait. Aller se coucher sur sa table de massage et là dire « je veux sentir ma rage, je veux sentir ma tristesse ». Moi, je travaillais avec ce qui remontait dans le moment présent. Mais selon Carden, ça peut être un problème si vous êtes quelqu'un qui n'a jamais senti de rage. C'est une des émotions de base. Si vous ne sentez jamais de rage, peut-être qu'il y a quelque chose à... Parce que, comme il dit avec le chat, lorsque il y a de la colère comme ça qui émerge dans votre système, c'est pour créer un geste, comme avec le chat, pour dire « va-t'en, ma frontière est violée, va-t'en ». Donc, cette réaction-là énergétique de la colère est faite pour déployer plein d'énergie dans votre corps. Et donc, si vous avez appris à réprimer, refouler la colère, imagine tout ce qui s'accumule en dedans de vous. Ça, c'est la vision Carden Rabin. Donc, si ça vous interpelle, allez plutôt vers cette branche.
Genre, je ne sens jamais ma colère. C'est pas normal. Les gens violent vos frontières, vos limites chaque jour. Si vous ne sentez pas de colère, peut-être qu'il y a un problème, selon lui. Et ce que vous dit Dan et Maggie, et c'est ce que moi j'ai fait, c'est que je ne suis pas allé à la pêche à aucune émotion. J'ai seulement senti, j'ai permis, comme ils disent, ce qui remontait en temps réel, dans le moment présent. Permettre, ce que moi j'appelle sentir, et le pivoter. Donc, je me lève, j'ai déjà peur, j'ai déjà plein d'anxiété, je suis terrifié. Je sens ma peur, je sens mon anxiété pendant 20 minutes, des fois une demi-heure. Et là, je me lève de mon lit et je pivote. Et là, je dis à la peur, je n'ai plus peur de toi, peur. Et là, votre message va être encore plus crédible parce que j'ai plus peur de toi, peur. Je t'ai senti pendant 20 minutes, une demi-heure ce matin. Votre message va être encore plus crédible. J'ai pas peur de toi, j'ai passé une demi-heure avec toi. Mais là, c'est assez. On pivote vers la joie, vers la gratitude. Et c'est ça que Maggie Sterling nous dit. Elle a arrêté d'essayer de se réparer avec les outils. Elle a appris à vivre. Elle est allée vivre sa vie. Et là, elle a amené les symptômes avec elle et elle a permis, il ne faut pas trop permettre, il ne faut pas trop faire de allowing. On permet, on permet, on permet, et là, on pivote. Et là, elle faisait des activités qui, elle se rappelle, elle lui donnait de la joie dans le temps. Et là, elle disait, je vais faire semblant jusqu'à temps que ça soit vrai. Elle s'est mise à cuisiner en écoutant de la musique, et là, elle cultivait la joie, et de plus en plus, c'est devenu vrai. Elle a concrétisé ça, elle a pivoté, elle a élevé, elle a changé activement ses états. Wow! Et là, ce qu'elle nous dit, c'est qu'après ça, elle a été capable d'aller vers les outils. Une fois qu'elle a fait ça, elle fait une distinction entre un système nerveux dérégulé et qui est hautement sensitif, sensibilisé. Il y a des stratégies différentes pour les deux situations. Si vous êtes dans un système nerveux qui est hautement sensibilisé, les outils ne vont pas vous être utiles. Il faut juste apprendre à vivre de plus en plus en étant avec les symptômes, sans essayer de se réparer. Mais là, une fois qu'on est sorti de ce trou-là, là, elle se sert des outils maintenant pour construire, pas pour réparer. Elle nous parle de la méditation, par exemple. Elle ne méditait plus à un moment donné. Elle essayait de faire de la méditation pour se réparer, Et là, elle paniquait, elle se fermait les yeux, elle était dans des états de panique absolument incroyables. Et là, quand elle a compris le concept, elle a arrêté de méditer, elle a arrêté de se servir de la méditation comme un outil pour se réparer. Mais une fois qu'elle a commencé à aller mieux, là, elle peut faire de la méditation maintenant. Elle peut se servir des outils pour se construire, pour faire du développement personnel, pas pour se réparer. Même chose pour moi, j'ai dû arrêter la méditation dans mon processus. Je m'en servais comme d'un outil pour éliminer les symptômes et j'arrêtais de me retourner comme ça et faire « Pis, est-ce que ça a fonctionné? Pis, est-ce que ça a fonctionné? Pis, est-ce que ça a fonctionné? Les symptômes sont-ils encore là? Ça n'a pas fonctionné. » Elle a fait du Internal Family System, et là, si vous êtes dans cet état d'esprit-là, vous pouvez dire « Ah, oui, j'ai fait ça du Internal Family System, ça n'a pas fonctionné. » Qu'est-ce que tu veux dire, ça n'a pas fonctionné? J'ai encore des symptômes. Ah, mais c'est ça, tu te sers des symptômes. Est-ce que tu as appris à te connaître toi-même? Est-ce que ça t'a permis de cultiver plus d'autocompassion? Oui, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Le but, c'est pas d'éteindre les symptômes. On se fout des symptômes. Punaise, on se fout des symptômes. Hein? Ou en bon québécois, on s'en calisse. On s'en crisse, on s'en calisse, on s'en tabarnak. Je sors le joual québécois. On s'en fout, on s'en contrefout, on s'en fiche. On s'en fiche, on s'en contrefiche. Hein? On s'en fout, on se fout des symptômes. Et elle a dit qu'elle en a encore un peu. Moi, j'ai aucun problème avec des histoires de succès de gens qui ont encore quelques symptômes. Parce qu'on l'écoute et on le sait qu'ils vont s'en aller tôt ou tard. Ben oui, elle, c'est ça, ils vont s'en aller tôt ou tard. Elle a compris, elle l'a. Et moi qui a dit, je sais là, que dans un bout, je vais parler, il n'y aura plus de symptômes. On s'en fout des symptômes. Elle est rétablie. Cardon, lui, dit qu'il n'y a plus de symptômes. Elle en a encore un peu.
Moi, j'ai pas de problème avec ça du tout, quelqu'un qui coach, qui a encore quelques symptômes. Moi, j'en ai plus, presque plus. Des fois, mes trapèzes deviennent tendus. Et souvent, plus souvent qu'autrement, je sais c'est quoi. Mon corps n'a plus besoin de crier. Hein. Il chuchote et... Oui, oui, je sais, je sais. Je sais. Je sais. Donc, on a exploré 3 vidéos. L'interview entre Raylan Eagle et Carden Rabin. On a parlé de son livre, que je vous conseille si ça vous interpelle son message. On a parlé d'une courte vidéo de Dan Buglio, où il vous donne sa position la plus récente sur le travail émotionnel profond. Et je vais ajouter aussi l'histoire de succès de Maggie Sterling avec Helmut de Mindful Gardener. Elle a sa propre chaîne. Je vais mettre une vidéo que j'aime beaucoup de sa propre chaîne. Et donc, on a exploré le même vieux débat à travers des noms et des nouveaux visages. Tanner Murtaugh d'Ambuglio, Carden Rabin, Maggie Sterling. A-t-on besoin de faire un travail émotionnel traumatique profond? Elle a tenté de le faire pendant des années. Ça n'a pas, en guillemets, fonctionné. Parce qu'elle faisait ça pour se débarrasser des symptômes. Et lorsqu'elle a arrêté de vouloir se débarrasser des symptômes, elle a dit, je vais vivre avec eux. Je vais les accepter, je vais permettre, tout en m'élevant, tout en pivotant. Là, maintenant, elle peut se servir des outils, pas pour se réparer, parce qu'elle est brisée. Vous n'êtes pas brisé, pour construire, se développer. C'est du développement personnel que moi, je sépare du reconditionnement de la douleur. Le reconditionnement des symptômes neuroplastiques a une fin. Le travail émotionnel, c'est le travail de toute une vie. Si vous attendez d'avoir fini le travail émotionnel pour éliminer vos symptômes, bonne chance, c'est sans fin. Vous allez le faire encore sur votre lit de mort. 47 minutes. Moi, je vais ramener ma tasse. J'ai même pas fini mon café. Il va être froid, un peu tiède. Ma tasse avec une craque. Donc, on passe à autre chose. Hein? La personne qui dit ah, j'ai des moments sans douleur maintenant, des fois, on s'envoie des vidéos d'humour. Elle dit l'autre jour, j'avais besoin de relaxer, j'ai regardé une vidéo d'humour et là, j'ai ri et ça m'a fait un bien énorme. Oui, c'est ça. J'essaie des fois de ne pas juste parler du reconditionnement de la douleur, on parle d'autres choses. Moi, j'aime beaucoup Maria Bamford. C'est une de mes humoristes préférées. Elle est vraiment quelque chose. Elle a eu des problèmes de santé mentale, elle en parle ouvertement. Maria Bamford. Hilarante. Ça, c'est mais chacun... Tanner Murtaugh, lui, écoutait Modern Family. Raylan Eagle, elle écoutait Big Bang Theory. Ça, c'est des sitcoms américaines. Moi, ça me fait pas trop rire. C'est des goûts personnels, ça. Mais la plupart des gens parlent du rôle de l'humour dans leur processus. Ils parlent de ça comme faisant partie du processus. Et c'est là qu'on en vient à dire que ce n'est pas le message qui est important, c'est le médium. Apprendre à ralentir, on prend notre temps, apprendre à rire. On rit. Ça, c'est personnel. Moi, j'aime Maria Bamford. Je la trouve hilarante. Je peux vous parler d'un livre aussi. Dans la dernière vidéo, j'ai parlé de mon film, je ne sais pas si c'est mon film préféré, juste en termes purement mathématiques, le film que j'ai vu le plus de fois dans ma vie. Et là, en vous montrant ma tasse comme ça, hein, que j'ai peint moi-même avec la craque, je vais vous montrer mon livre préféré, mon roman préféré. Et là, quand je dis mon roman préféré, ce n'est pas dans l'abstrait. C'est vraiment une copie précise que j'adore. C'est Siddhartha de Hermann Hesse, comme moi je le prononce. Regardez-moi cette copie, plein de petites fissures, de craques. L'image. Ah, c'est beau, hein? Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que le temps? Le passage du temps. Siddhartha de Hermann Hesse. J'aime la pochette, j'aime le look, j'aime l'odeur. Ce livre a une odeur.
J'aime ce roman abstrait en général, mais j'aime cette copie exacte du roman. J'adore ce livre. Et je crois que c'est comme le film dont je parlais dans la dernière vidéo. Ça pourrait vous aider dans le reconditionnement de la douleur. Si ça vous parle, si ça vous interpelle. C'est un grand roman, très profond. Très léger aussi. Léger et profond. Je vais finir mon café dans ma tasse avec une craque. On va finir comme on a commencé avec un grand poète, avec de la poésie, pas du reconditionnement de la douleur. Leonard Cohen, Leonard Cohen. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. On va le traduire une dernière fois. Surtout si vous êtes perfectionniste. Oubliez votre offrande parfaite. Il y a une craque dans tout. Tout? Tout. C'est comme ça que la lumière entre en nous. Par la craque. Bye bye.